Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de UNIT, le podcast dédié aux énergies vertes. Je suis Marianne Montiel, merci beaucoup de nous rejoindre pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons aborder un nouveau thème sur ce podcast, celui des zones humides. Alors, qu'est-ce que c'est une zone humide? En quoi est-ce que c'est important et en quoi est-ce que ça peut être problématique lorsqu'on développe des projets photovoltaïques? Pour en parler, j'ai le plaisir d'être rejointe aujourd'hui par une nouvelle intervenante sur ce podcast. Bonjour Edith. Bonjour Marianne. Bonjour à toi. Alors Edith, je me permets de donner ton nom complet et rapidement ton intitulé de poste chez UNIT. Tu t'appelles donc Edith Joyeux et tu occupes le poste de responsable développement photovoltaïque pour toute la région Grand Ouest. Merci à toi d'être là et de répondre à mes questions. Merci de me recevoir. Alors, Edith, c'est la première fois que tu es donc avec nous. Est-ce que tu peux rapidement, pour les auditeurs qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter, nous dire en quelques mots quel a été ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené aujourd'hui à travailler sur les zones humides et sur ces projets photovoltaïques avec UNIT? Eh bien, je travaille dans le domaine des énergies renouvelables depuis près de 5 ans. J'ai découvert l'éolien au cours d'une mission de sécurisation foncière quand je travaillais en bureau d'études. Puis j'ai rejoint un porteur de projet ex-soi en tant que prospectus foncier, puis chef de projet développement pendant 3 ans et demi. Et j'ai ensuite intégré UNIT en mars dernier en tant que chef de projet. Puis j'ai évolué vers un poste de responsable développement depuis octobre. Donc actuellement, je continue à développer des projets et j'encadre une équipe de 3 chefs de projet à Nantes. Auparavant, j'ai eu une autre vie professionnelle dans la gestion de données en bureau d'études et je suis retournée sur les bancs de l'école il y a quelques années pour suivre une formation juridique en montage d'opérations immobilières en cours du soir et à distance. Et j'y ai trouvé beaucoup de parallèles avec le développement de projets photovoltaïques. Edith, on va parler ensemble donc, de ces fameuses zones humides et de la façon dont on les appréhende dans le cadre d'un projet photovoltaïque pour les développer. Mais alors, avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet, je crois savoir, de ce dont on a pu échanger un petit peu au préalable, que les zones humides et toi, finalement, c'est une histoire qui dure depuis un petit moment, non? Oui, effectivement, je suis géographe de formation et j'ai terminé mes études par un master professionnel en gestion des milieux aquatiques à l'Université de Lyon. Et à l'occasion d'un stage, j'ai travaillé sur l'évaluation de la potentialité des zones humides du bassin de la Seine à écrêter les crues et retenir les nitrates. Et j'ai également étudié le sujet en Bretagne sur le bassin versant de la Vilaine. Et aujourd'hui, effectivement, je travaille chez UNIT avec cette casquette de référente zone humide. Donc, comme quoi, même 20 ans plus tard, les études servent encore. Un bon message à faire passer, c'est ça, c'est sûr. Moi, personnellement, je crois que mon sujet de master, il me servira pas pour ce podcast, mais on ne sait jamais. Donc, alors, écoute, c'est super. On va commencer du coup par, voilà, par tout ce qui touche à la définition. Donc, on va parler ensemble des zones humides. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu peux nous donner une définition précise pour qu'on voilà, on sache un petit peu ce dont on va parler ensemble? Leur définition précise, alors la plus précise qui existe, elle sort du Code de l'environnement, à l'article L211-1 pour être précise. Donc les zones humides sont définies comme des terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce salée ou saumâtre, de façon permanente ou temporaire, et dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année. Donc pour simplifier, une zone humide, c'est un espace de transition entre la terre et l'eau, qui a la capacité à conserver l'eau dans le sol ou en surface. Donc, on visualise très bien ce que sont les zones humides de type mangrove, marais, tourbières, étangs, estuaires, etc. L'humidité est assez évidente, mais il y a aussi des zones humides qui sont beaucoup moins évidentes et qui vont engendrer certaines problématiques pour les développeurs de projets et d'énergie renouvelable. Il faut savoir qu'en France, près de 30% du territoire métropolitain est propice à la présence de zones humides et on est encore loin d'avoir une cartographie complète et précise. On en trouve aussi beaucoup en outre-mer, avec par exemple plus de 90 000 hectares de mangroves. Oui, c'est vrai que quand moi j'ai entendu le mot zone humide, justement, la première chose auquel j'ai pensé, c'est la mangrove, par exemple. Donc, le fait que j'étais un petit peu interloquée sur pourquoi est-ce qu'on en avait besoin pour développer des projets photovoltaïques. Mais on va justement y revenir sur ces zones humides peut-être problématiques qui occupent ton quotidien. Avant d'aller un peu plus loin, est-ce que déjà tu peux nous expliquer pourquoi
Pourquoi est-ce que c'est important une zone humide? Pourquoi est-ce qu'il faut les protéger? Pourquoi c'est devenu vraiment essentiel et urgent de les protéger aujourd'hui? Eh bien, les raisons sont multiples. C'est tout d'abord des réserves de biodiversité. Il faut savoir que les zones humides représentent 6% de la surface du globe et regroupent 40% des espèces végétales et animales de la planète, ce qui est considérable. Elles agissent aussi comme des éponges. Les zones humides retiennent l'eau et diminuent ainsi l'intensité des crues et des inondations. Elles alimentent aussi les nappes phréatiques et les cours d'eau et préservent ainsi la ressource en eau en période de sécheresse. Elle limite aussi l'érosion des sols, notamment sur le littoral, avec la présence de marais côtiers, des marais salants, etc., qui vont venir retenir le sol. Et les zones humides sont les reins de la nature, car elles ont une fonction d'épuration de l'eau. Elles captent aussi et stockent le carbone. Il faut savoir, plus que les forêts, elles ont donc un rôle clé pour atténuer le changement climatique et lutter contre ses effets. Ce sont des réservoirs de biodiversité dont dépendent de très nombreuses espèces. Il y a donc une véritable prise de conscience aujourd'hui de l'importance de préserver ces milieux. C'est vraiment l'assurance vie de l'humanité. Assurance vie de l'humanité, waouh, c'est fort comme terme, donc en effet, C'est assez fort, effectivement. Et après, il faut mettre tout ça en parallèle avec le fait que 87% des zones humides ont disparu entre le 18e et le 20e siècle. Et aujourd'hui, cette disparition continue, et 3 fois plus vite que la disparition des milieux forestiers. On estime que près de 70% des zones humides du territoire métropolitain ont disparu depuis le XXe siècle, dont la moitié en 30 ans, entre 1960 et 90. Donc c'est un phénomène qui s'est accéléré et qui, aujourd'hui, heureusement, a tendance à se réduire avec toutes les législations qui sont mises en place sur le sujet. Donc on voit bien que c'est un phénomène qui perdure, alors même qu'on a pris conscience de la valeur de ces milieux. Donc il y a vraiment urgence de les protéger, de les préserver. alors quand tu dis qu'elles disparaissent, est-ce que, c'est le du fait du réchauffement climatique ou est-ce que c'est plutôt l'activité humaine qui est en cause? C'est principalement l'activité humaine à cause de l'artificialisation des sols, l'urbanisation, les infrastructures, etc. L'agriculture par la transformation des prairies en labours, le captage de l'eau pour l'irrigation. Il y a aussi le drainage qui viennent assécher les zones humides, les prélèvements d'eau qui peuvent être parfois excessifs. Il y a aussi la déprise agricole qui est en jeu, l'extraction des matériaux, notamment dans les lits des rivières par exemple, la pollution et de plus en plus l'arrivée d'espèces exotiques envahissantes qui vont venir détruire, dégrader ces zones humides. Et aujourd'hui, on estime que seuls 6% des habitats humides sont en bon état de conservation, ce qui est relativement faible. D'accord. Alors, tu as mis un mot assez fort. Tu as parlé donc d'assurance vie de l'humanité. J'imagine que donc, vu l'enjeu, ces zones sont protégées, qu'il y a des réglementations, des textes de loi qui s'appliquent. Qu'est-ce que c'est ces différents niveaux de protection qu'on a aujourd'hui? Il y en a fait plusieurs niveaux de protection à divers échelons. Il y a tout d'abord la Convention internationale de Ramsar qui a été rédigée en 1971. 172 pays l'ont signée. La France l'a signée en 1986 et y a inscrit 52 sites. Donc c'est des zones d'importance internationale et ça représente 3 millions d'hectares en France. Donc il y a par exemple la Brenne, la baie de Somme, la baie du Mont-Saint-Michel, les tourbières du Jura, la Camargue, etc. pour les plus connus. Donc ça, c'est 52 sites en France qui sont labellisés Ramsar. Tout à fait. D'accord. OK. Et les zones humides sont aussi prises en compte dans les lois d'orientation et de planification générale, donc comme la loi sur l'eau de 1992, qui requiert la prise en compte des impacts directs et indirects de tout projet sur les zones humides. Il y a aussi la directive cadre européenne sur l'eau de 2000, qui instaure l'obligation de protéger et de restaurer la qualité des eaux et des milieux aquatiques. Et ensuite, il y a plusieurs plans nationaux d'action successifs. Le dernier date de 2022. C'est le 4e plan national d'action pour les zones humides, avec des objectifs très ambitieux, parmi lesquels 325 millions d'euros d'investissement pour la période 2026, la restauration de 50 000 hectares de zones humides d'ici 2022, l'accélération d'extension du réseau Ramsar, avec la labellisation de 2 sites par an en France, le doublement de la superficie des milieux humides sous protection forte en métropole d'ici 2030. Et on peut aussi parler de la stratégie nationale biodiversité 2030 qui a été présentée fin 2023, qui est une feuille de route de la stratégie française pour protéger la biodiversité en France. Donc il s'agit réellement d'un coup de projecteur sur les zones humides, avec pour projet la création d'un 12e parc national pour le protéger. Et j'en profite pour faire un clin d'œil à ma collègue Sofia Hernandez, qui a d'ailleurs fait un podcast sur le sujet.
En effet, on a un épisode qui était dédié à cette stratégie avec, Sophia, qui a été interviewée par Marian et donc, si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas en tout cas à retrouver cet épisode sur la liste de tous ceux qui sont sortis. Alors, quel est le rapport avec le photovoltaïque? Parce que j'ai du mal à comprendre finalement. On parle de mangroves, on parle d'estuaires, on parle présalé et cetera, baie du Mont-Saint-Michel et compagnie, mais on est d'accord qu'on ne va pas construire des parcs photovoltaïques sur ces zones-là. Donc, pourquoi est-ce que ça c'est important dans ton travail? Eh bien, comme je le disais plus haut, il y a des zones humides qui sont évidentes, hein, comme tu le disais, les tourbières, les marais, et cetera. Donc des zones humides remarquables, qui sont bien connues et qui font l'objet de protection. Donc sur ces zones humides-là, évidemment, on ne va pas développer un projet photovoltaïque. Là où ça devient plus compliqué, c'est quand on découvre la présence de zones humides en cours de développement d'un projet. Parce que quand on initie un projet, on échange avec les propriétaires, les élus, etc. On fait une analyse de préfaisabilité en identifiant les enjeux écologiques sur le site à partir des données bibliographiques, des zonages environnementaux de type SNIEF, Natura 2000. Donc on s'attache à initier nos projets sur des zones à faible enjeu, puis nous lançons les inventaires écologiques obligatoires dans le cadre de nos projets de plus de 1 méga qui sont soumis à étude d'impact sur l'environnement. Et c'est généralement à ce moment-là qu'on réalise une étude de terrain pendant laquelle les écologues vont réaliser des sondages pédologiques pour identifier et délimiter les zones humides sur le site étudié. Donc en fait, il existe deux critères non cumulatifs pour caractériser un sol d'humide ou non humide. C'est le critère sol et le critère végétation. Donc les naturalistes vont venir sur site observer les habitats, la végétation présente sur le site et déterminer si elles sont caractéristiques de zones humides, c'est le critère végétation. Mais même en l'absence de végétation hygrophile, donc hygrophile qui aime l'eau, la morphologie des sols suffit à définir une zone humide. Les sondages à la terrière vont être effectués selon un plan d'échantillonnage défini et il existe une nomenclature réglementaire pour classifier les sols selon leur humidité. En fait, nous sommes confrontés à ces zones humides dites ordinaires, c'est-à-dire celles qui ne se voient pas directement dans le paysage, qui ne sont pas encore connues, cartographiées, et seuls les sondages révèlent le caractère humide de la zone. Le cas typique, c'est les parcelles cultivées et les prairies. Et c'est sur ce type de foncier que nous, on travaille, on développe nos projets, surtout les projets agrivoltaïques. UNIT développe des projets photovoltaïques sur des parcelles artificialisées, anthropisées, mais aussi en partenariat avec des agriculteurs. Et nous rencontrons donc parfois, pour ne pas dire souvent, ce cas de figure. Tu as eu un mot, Edith, tu as parlé de sondage à la tarière. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est? En fait, une terrière, c'est un outil qui permet de faire un trou dans le sol. L'objectif, c'est d'aller le plus profond possible, sortir la terre et du coup d'étudier sa composition pour définir si oui ou non le sol est caractéristique de zone humide. D'accord. Alors, j'avais entendu dire que les zones humides, elles avaient été cartographiées en France. Alors, tout à l'heure, tu as eu ce mot en nous disant que justement cette cartographie n'était pas complète. Donc j'imagine qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour les connaître et puis les identifier? Oui, tout à fait. Il y a des travaux qui ont été faits. En 2021, un ambitieux projet de cartographie nationale des milieux humides a été lancé via le SIG Réseau partenarial des données sur les zones humides, qui est consultable sur Internet. Mais dans le cas des zones humides ordinaires, leur délimitation est mal connue et leurs destructions peuvent être ressenties comme sans conséquence. De plus en plus de documents d'urbanisme intègrent dans leur règlement graphique les zones humides qui ont été préalablement identifiées et cartographiées. Elles sont donc malgré tout de plus en plus protégées, mais encore mal connues. Donc alors, je vais résumer un petit peu ce qu'on a dit jusqu'à présent. Donc en fait, quand on parle des zones humides, on a ces zones humides remarquables, bien connues, qui sont assez évidentes. Et puis on a ce que tu as appelé donc les zones humides ordinaires, qu'on découvre en fait à l'occasion des sondages qui sont réalisés sur le terrain envisagé pour le projet photovoltaïque et qui donc peuvent poser des soucis ensuite pour le développement du projet. Alors, imaginons que, à l'issue d'un sondage, vous découvrez que le site envisagé, est une zone humide ou comprend des zones humides. Quelles sont les conséquences que ça a sur le projet? Est-ce que ça arrête tout? Ou, est-ce qu'il y a un protocole qui s'engage? Qu'est-ce qui se passe, en fait? Alors non, tout ne s'arrête pas forcément, mais ça vient compliquer les choses. Donc si on découvre une zone humide au moment des sondages, on va travailler avec les pédologues pour identifier très précisément la nature et la dimension de la zone concernée par un milieu humide, afin de comprendre s'il faut renoncer au projet, l'adapter ou le redimensionner. Les sondages ne sont pas toujours réalisés assez tôt, parce que le meilleur moment pour réaliser les sondages, c'est de novembre à avril en période hivernale. Et il arrive que le développement du projet soit déjà bien avancé,
Ce sont des situations qui peuvent occasionner de la frustration, hein, clairement, pour le porteur de projet, le propriétaire et l'exploitation agricole. Donc maintenant, avec nos différents retours d'expérience, on essaye de plus en plus de faire des pré-diagnostics zones humides, même si ce n'est pas la bonne période, pour dérisquer au maximum nos projets, ou on commence par un diagnostic zone humide avant de lancer les autres études quand on estime que le risque de zone humide est important. À côté de ça, nos projets sont soumis à un certain nombre d'obligations avec les mesures ERC, éviter, réduire, compenser, qui sont codifiées, hein, dans le Code de l'environnement et présentées dans nos études d'impact. Cette démarche implique d'éviter les atteintes à la biodiversité et aux services qu'elle fournit, et à défaut d'en réduire la portée, enfin de compenser les atteintes qui n'ont pu être évitées ni réduites en tenant compte des espèces, des habitats naturels et des fonctions écologiques affectées. Donc quand on parle d'un cas de zone humide sur un site que l'on étudie, donc on va éviter au maximum d'implanter le projet de centrale photovoltaïque sur de la zone humide. Si ce n'est pas possible, bon, je caricature, hein, mais si ce n'est pas possible, on va limiter au maximum l'impact sur la zone humide, par exemple en limitant la surface des pistes lourdes, en réduisant le nombre de pieux, en espaçant suffisamment les rangées, en utilisant des engins légers en phase chantier, par exemple. Et si les impacts sont encore jugés trop forts, malgré ces mesures, on devra compenser la destruction de zones humides en restaurant par exemple une zone humide dégradée. Le problème, c'est que mettre en place une mesure de compensation, c'est très compliqué car il faut trouver le site de compensation et ensuite on doit montrer une équivalence fonctionnelle entre le site impacté avant et après impact et le site de compensation. Ensuite, un projet peut être soumis à un dossier loi sur l'eau à travers la nomenclature IOTA, issue du Code de l'environnement, qui classe les installations, ouvrages, travaux et activités ayant une incidence sur l'eau et les milieux aquatiques, avec tout un dossier à réaliser, une étude d'incidence, la description des incidences du projet sur la ressource en eau, etc. Donc c'est vraiment un gros dossier en plus de l'étude d'impact. Et il est aussi nécessaire de vérifier la compatibilité du projet avec le schéma d'aménagement et de gestion des eaux du territoire concerné. Certains sages interdisent toute destruction de zones humides, d'autres tolèrent la destruction de maximum 1000 m², mais tout mètre carré détruit doit être compensé. Certains aussi, pour la compensation, il faut doubler la surface de compensation par rapport à la surface impactée. Donc pour tout projet, on se doit de l'appliquer. D'accord, donc en plus, en fonction éventuellement des régions, des départements, vous pouvez avoir des réactions qui sont différentes. De façon générale, est-ce que les administrations qui délivrent les autorisations, elles sont assez frileuses, dès lors que la mention, zones humides apparaît? Bah oui, complètement. En fait, une des difficultés que l'on rencontre aujourd'hui, c'est la méconnaissance de l'impact indirect des aménagements sur les zones humides. Beaucoup d'études sont en cours, par exemple avec l'INRAE, pour documenter et mieux comprendre ces impacts sur le long terme. C'est la phase chantier qui est la plus problématique, avec le passage des engins de chantier. Ensuite, seuls les pieux, les pistes lourdes, les postes techniques impactent directement les sols. Donc au final, ça peut représenter quelques centaines de mètres carrés sur un projet de 10 ou 20 hectares. Tu parles d'ailleurs des pieux, ça me fait penser que justement une des croyances, qu'on a parfois, une fausse croyance qu'on a sur les projets photovoltaïques, c'est qu'on pense qu'on bétonne, en fait toute la zone alors que pas du tout. Finalement, le béton, c'est très peu utilisé. C'est surtout des pieux, et des structures, au-dessus du sol qui sont installées en fait, hein. C'est ça, hein? Effectivement, on privilégie la solution par pieux battu. Donc, c'est les pieux qu'on va venir enfoncer directement dans le sol. Donc, c'est vraiment la solution qu'on privilégie au maximum pour impacter le moins possible les sols. D'accord. Alors, tu parlais de frustration tout à l'heure. J'imagine en effet que ça doit être difficile, d'abandonner un projet sur lequel vous avez travaillé pendant plusieurs mois. Comment est-ce que les propriétaires des terrains réagissent quand ce cas se produit? Bah, effectivement, ça peut être frustrant pour le chef de projet qui développe le projet, pour les équipes, mais c'est aussi le jeu. L'environnement et la biodiversité, on doit les protéger et quand on travaille dans les énergies renouvelables, on a bien conscience de tout ça. Donc réduire l'empreinte environnementale des énergies renouvelables, bah, c'est quelque chose qu'UNI défend et qui est primordial pour avancer dans la bonne direction. Après, par rapport à la réaction des propriétaires, bah, ça varie. Certains se rendent à l'évidence et comprennent qu'il vaut mieux ne pas déposer un dossier voué à être refusé, et pour d'autres, c'est plus compliqué. Après, on parle pas mal de négatifs, mais il y a aussi des choses positives. Il y a aussi des cas où finalement le projet photovoltaïque permet d'améliorer la fonctionnalité de la zone humide. Par exemple, dans le cas de conversion de parcelles cultivées en prairies pour le pâturage sous panneaux,
On peut aussi être dans le cas d'une zone humide dégradée que l'on vient améliorer avec le projet, en créant des mares, des connexions à un cours de voisin, en supprimant le drainage sur la parcelle par exemple. Il faut savoir que chaque projet est un cas particulier. Quand on décide de poursuivre un projet où il y a de la zone humide, c'est parce qu'on a par exemple un projet agricole solide derrière qu'on souhaite défendre et auquel on croit, ou des solutions à apporter pour améliorer la fonctionnalité de la zone humide. J'en ai pas encore parlé, mais tout dépend aussi de la fonctionnalité de la zone humide, de son état. Il faut savoir qu'en parallèle des sondages pédologiques, on fait aussi un diagnostic de fonctionnalité pour bien comprendre son fonctionnement. Donc il est évident que si la zone humide rencontrée a une très forte fonctionnalité, on ne pourra pas y implanter de centrale photovoltaïque. Par contre, si elle est dégradée, on peut venir y apporter un plus avec le projet. Aussi, un site avec de la végétation hygrophile sera plus riche en biodiversité, donc le projet sera à éviter sur cette zone. De même, quand on est face à plusieurs enjeux forts sur un même projet, il est parfois plus sage d'abandonner le projet et de se concentrer sur les projets qui ont le plus de chances de voir le jour. D'accord. Donc en fait, c'est intéressant. Finalement, c'est pas forcément un signal qu'il faut tout arrêter. Comme tu le dis, tous les projets sont différents. Il y a des analyses très précises à faire, une bonne compréhension du site et des différents enjeux en place pour ensuite voir si on avance ou pas dans la direction du projet. Quelles sont les solutions finalement qu'on peut mettre en place pour éviter les déceptions tu en as un petit peu parlé déjà, mais peut-être revenir un petit peu dessus, de faire des sondages plus tôt notamment, je crois. Oui, tout à fait, on peut réaliser les sondages pédologiques le plus tôt possible. Ensuite, privilégier les scénarios de moindre impact et discuter avec les agriculteurs, parce que finalement, c'est eux qui connaissent le mieux leur terre. Bien sûr. Et ensuite, si une zone humide est identifiée, ben, on en revient toujours à cette même démarche, hein, d'éviter au maximum, de réduire les impacts et de compenser, mais en tout dernier recours. Cette fameuse méthode ERC dont on parle, on a déjà beaucoup parlé. Alors, Edith, aujourd'hui, tu l'as dit, tu as une casquette chez Unit, tu es la référente justement zones humides pour la compagnie. Concrètement, en quoi ça consiste en fait? Est-ce qu'on fait systématiquement appel à toi dès lors que voilà, qu'une zone humide apparaît? Qu'est-ce que c'est exactement? En quoi ça consiste ce rôle de référente? À titre d'exemple, j'ai organisé une formation pour l'équipe développement sur le sujet au mois de septembre dernier, pour expliquer le cadre réglementaire de la protection des zones humides, la démarche ERC et sensibiliser les chefs de projet à l'importance de protéger et donc éviter les zones humides dans leurs projets, de réduire les impacts et surtout d'éviter à tout prix d'arriver à de la compensation. Car constituer un dossier de compensation, c'est véritablement un projet dans le projet. C'est très compliqué. Et en tant qu'entreprise qui œuvre pour le développement des énergies renouvelables et la lutte contre le changement climatique, nous devons d'être exemplaires. Ensuite, en parallèle, je peux apporter mon expertise et orienter mes collègues sur le sujet quand ils y sont confrontés sur un de leurs projets. Éviter donc la compensation à tout prix, ça c'est ce que je retiens et puis, être exemplaire, ça c'est un mot important. Ça fait partie vraiment de cette philosophie, dont on parle pas mal sur le podcast justement pour Unit, d'essayer de faire le mieux possible et puis de ne pas participer au problème justement, au contraire d'apporter des solutions. Est-ce que alors on a, je pense, une meilleure compréhension déjà de toutes ces problématiques-là. Peut-être pour terminer, est-ce que tu aurais un message que tu aimerais faire passer, un petit mot de la fin sur ces zones humides ou sur les énergies renouvelables en général que tu aimerais, partager avec nous? Eh bien oui, je dirais que le développement des projets photovoltaïques participe à la protection de l'environnement de manière indirecte. Au travers des études d'impact, on améliore la connaissance sur les espèces présentes dans les territoires, on participe à l'identification et à la délimitation des zones humides dites ordinaires. Et il faut savoir que les énergies renouvelables permettent d'investir 40 à 50 millions d'euros chaque année pour l'étude et le suivi de la biodiversité, ainsi qu'à la recherche de solutions permettant de minimiser les impacts. Le secteur des énergies renouvelables est d'ailleurs le premier contributeur national de données sur la biodiversité à travers la plateforme DépôBio. Donc je dirais que pour finir, la préservation des milieux humides, c'est l'affaire de tous. Tous les projets d'aménagement doivent être garants de leur protection. Un travail immense reste à faire pour la protection et la gestion de ces milieux dits ordinaires. Chaque mètre carré compte. Chaque mètre carré compte. Bah, écoute, ça nous fait un beau slogan pour terminer, pour terminer tout ensemble. Merci beaucoup, Edith, c'est très intéressant. Moi, personnellement, c'est un sujet, tu vois, qui ne m'était jamais venu, en tête. Les zones humides, comme je l'ai dit au début, c'était vraiment pour moi des choses très évidentes, comme
les estuaires, les pré-sels, etc. Et donc, les zones humides ordinaires et le photovoltaïque, finalement, c'est peut-être pas irréconciliable. Ça peut engendrer des défis et des enjeux spécifiques, mais on travaille justement pour que ça soit bien concilié et que les projets puissent se faire. Merci beaucoup à toi. J'espère que tu as apprécié ce moment ensemble. Tout à fait. Merci Marianne pour tes bons conseils et ta bonne humeur et ton sourire. Merci. Les auditeurs ne le voient pas sourire, mais c'est vrai que nous, On l'entend. on enregistre, voilà, on est face à face, donc ça, c'est super. Merci vraiment beaucoup. Et puis, plein de bonnes choses, Edith, pour toi chez Unit. Et puis, peut-être à une prochaine fois. Merci beaucoup Marianne. Edith, tu t'appelles Edith Joyeux, tu es responsable développement photovoltaïque pour toute la région Grand Ouest et tu es basée à Nantes. Je rappelle également à nos auditeurs que le groupe Unit construit, développe et exploite des centrales photovoltaïques, agrivoltaïques, éoliennes et hydroélectriques sur le territoire français. Si vous qui nous écoutez, vous êtes propriétaire d'un grand terrain, d'une friche, d'une terre agricole ou d'un plan d'eau qui serait susceptible éventuellement de nous intéresser pour développer un projet, vous pouvez nous contacter aux coordonnées en commentaire. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner au podcast pour en savoir toujours plus sur l'avenir de l'électricité verte.